Donc pour ce segment, je suis accompagnée de Marie-Pierre. Bon. Allô! Donc j'aimerais, Marie-Pierre, que tu me parles de ton rôle au sein du Musée de la Gare. OK. Ben moi, c'est pour la 4e année, je suis directrice ici au musée. Donc, c'est moi qui s'organise à gérer les activités, la programmation, juste le déroulement quotidien du musée, en fait. Puis est-ce que tu pourrais me décrire en quelques mots c'est quoi le Musée de la Gare? Le musée de la Gare, mon Dieu, en quelques mots, dans le fond, c'est le lieu, je pense, culturel à Témiscamingue. Donc, si vous voulez de l'art, de la culture, de la musique plus underground, mettons. Donc, c'est comme un lieu de rassemblement culturel. Donc, on fait un petit peu le lien avec... à l'époque, c'était le lieu de rassemblement de tout. Puis là, on fait la transition, puis maintenant, c'est comme le lieu on aimerait que ce soit le lieu cool, culturel à Témis. Donc, c'est un peu ça. Puis dans le fond, tu nous parles de ce qui a trait à l'art. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, justement, la place de l'art dans le Musée de la Gare? Ouais. Bien, c'est ça, on a un super beau lieu au 2e étage. On a une belle salle multifonction. Donc, on essaie d'organiser des ateliers, que ce soit de photos, de peinture, collage, peu importe, dépendamment de ce qu'on a l'année. Ça change à chaque été la programmation. Donc, des fois, c'est des artistes qui nous approchent. Disent, hey, est-ce qu'on peut donner un atelier? Ben oui. Donc, ou c'est nous autres qui l'organisent. Fait que ça dépend vraiment. Après ça, on a des conférences. On essaie aussi qu'il y ait un lien avec l'exposition qui est en place à ce moment-là. Donc, cet été, l'exposition qui est là, c'est sur le patrimoine musical au Témis. Donc, on essaie que les ateliers aient quand même un lien avec la musique ou le patrimoine musical en général. On demande aussi à nos guides d'organiser des ateliers pendant l'été. Donc, soit que ça ait un lien avec l'exposition qui est en haut ou le patrimoine ou l'art en général. Donc voilà. Sinon, c'est ça, on essaie d'organiser vraiment des activités qui font qu'on démocratise le lieu pour faire venir les gens de Témiscamingue aussi, qui viennent peut-être plus voir l'exposition qui est en place depuis un certain nombre d'années, mais qui vont avoir envie de se réapproprier le lieu. Donc, des 5 à 7, des ateliers de cuisine, des spectacles de musique. Donc, c'est pas mal ça. Puis dans le fond, tu nous parles justement de tous les projets que vous avez. Est-ce que tu as une équipe derrière ça pour t'aider? Je suis pas mal toute seule. Je te dirais, j'ai un CA qui est présent, là. Donc, mon conseil d'administration qui est toujours derrière moi, c'est sûr. Puis, l'été, les étudiants, je les mets... je leur fais mettre la main à la pâte, c'est sûr, parce que eux, ils ont une vision haute de celle que je peux avoir, de par les commentaires des visiteurs et tout ça. Mais je te dirais que c'est pas mal moi là, qui mène ça. Puis c'est sûr, j'ai plein d'idées de projets pour le futur. Je sais pas si tu veux qu'on parle de ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a découvert, il y avait des rumeurs qui parlait d'un bunker à Témiscamingue, puis il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était dans la forêt, ici en arrière, mais qu'il y avait un tunnel qui partait du musée, de la gare. Puis là, l'été passé, il y a un homme qui est venu, puis qui me dit « Ah, moi, je travaillais ici comme télégraphe quand j'avais 16 ans, puis j'ai entendu parler que vous cherchez un bunker, tout ça. » Puis là, on a découvert que finalement, il nous a dit qu'il était juste dans le sous-sol ici, le bunker. Fait que moi, j'ai comme envie de faire un jeu d'évasion là-dedans. Fait que dans les prochaines années, ça va être le projet sur lequel je veux travailler. Sinon, on essaie de mettre en place aussi un parcours en réalité augmentée à travers la ville. Donc, tu te promènes avec une tablette ou ton téléphone, puis tu peux voir un peu les buildings, les maisons, qu'est-ce que ça avait l'air au début
lors de la création de la ville et tout ça. Fait que ça, c'est en train de se mettre en place là, en ce moment. Sinon, c'est sûr que l'exposition permanente, moi, j'aimerais la voir évoluer. Donc, on travaille là-dessus aussi. Là, on vient de faire notre planification stratégique pour les prochaines années. Là, fait que c'est bien stimulant. Puis c'est plein d'idées qui commencent à émerger de ça aussi. Là. Super. Puis dans le fond, est-ce que tu peux nous parler justement des horaires, comment ça fonctionne durant l'été ou durant même toute l'année? OK. Dans l'été, dans la saison forte, officiellement, on est ouvert de 10h à 18h du samedi au mercredi. Jeudi, vendredi, on est ouvert jusqu'à 20h. Fait que ça, c'est l'horaire plus officiel. Puis aussitôt qu'il y a une activité, un show, quelque chose, on étend les heures d'ouverture. Pendant l'hiver, c'est sur réservation qu'on peut visiter le musée ou s'il y a une activité, on ouvre les portes, c'est sûr. Mais il n'y a pas d'horaire fixe vraiment le reste de l'année. Là, c'est vraiment selon ce qui se passe. Souvent, pendant la semaine de relâche, on va avoir un 4 jours pour les enfants. C'est ça, des shows de musique, des ateliers. J'ai une artiste qui vient faire des peintures et vins. Donc, les gens apportent une bouteille de vin, puis ils font une peinture avec elle. Fait que ça, souvent, on en fait pendant l'année. C'est ça, on loue aussi la salle en haut. Donc, ça louvre beaucoup le lieu à des gens qui ne seraient pas venus autrement, puis qui finissent par revenir parce qu'ils font comme « Hey, wow, j'étais jamais venu ici. » Puis, tu sais, c'est des gens de Témis, là, donc c'est une autre façon aussi de démocratiser le lieu. Donc, c'est ça. Puis toi, qu'est-ce qui te motive à travailler ici? Bien, c'est sûr que c'est une job vraiment stimulante sur tous les niveaux. Je touche à toutes sortes d'affaires, autant la gestion que l'organisation d'événements, que le graphisme, que la publication sur les réseaux sociaux. C'est ça, chaque jour est différent. Là, je ne sais jamais vraiment ce qui m'attend de jour en jour. Fait que ça, j'aime bien ça. C'est sûr que ça me donne une liberté aussi. Mon CA est vraiment ouvert, justement, comme à l'instauration de nouvelles activités. Avant que j'arrive, il n'y avait pas vraiment ça qui se passait ici. Puis ils ont été vraiment super ouverts à me laisser essayer des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Mais c'est ça, on me laisse essayer des choses, fait que ça, c'est super. Puis voilà. Puis est-ce que vous avez des défis pour le Musée de la Gare pour les prochaines années? Bien, c'est sûr que c'est ça, d'attirer un public toujours nouveau, c'est un défi. T'sais, tranquillement, ça commence le musée commence à se faire un nom, justement. Ça fait pas super longtemps qu'il y a des activités autres que la visite. Donc c'est une habitude à prendre pour les gens. Mais c'est ça, je dirais qui est notre plus gros défi. Être ouvert à l'année, moi, j'aimerais vraiment ça. Je pense qu'il y a une demande pour ça, puis qu'il y aurait un public pour ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vise, là. Donc, d'essayer de trouver des façons de financer non seulement ma présence à l'année, parce que là, je suis juste saisonnière présentement. Donc, c'est vraiment ça, je dirais, le défi. Puis toi, dans le fond, ça fait quand même longtemps que tu travailles ici, tu étais étudiante aussi. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui différencie le site actuel de celui du passé, son évolution? Oui, bien c'est ça. Moi, j'étais ici en tant qu'étudiante, donc c'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Dans le temps, c'était vraiment plus le kiosque touristique qui avait de l'importance. Puis au début, il n'y avait même pas d'exposition permanente. On accueillait des expositions itinérantes surtout. Puis ça, si on parle des débuts des années 2000, donc c'est ça, c'était vraiment plus le kiosque touristique qui prenait de l'importance. Ensuite de ça, moi, je suis partie faire ma vie un peu. Puis ils ont instauré l'exposition permanente. Donc c'est vraiment ça, je dirais, qui a changé la donne. Je me rappelais même pas qu'on allait en haut, honnêtement. Là, tu sais, c'est ça, c'était vraiment comme un autre façon de faire. C'est ça, là, on développe toutes sortes de choses qui étaient pas là à l'époque. Pour toi, justement, qui as travaillé longtemps ici, qu'est-ce que ça fait de voir que le Musée de la Gare, c'est un site touristique important dans le circuit touristique du Témiscamingue?
Bien, c'est sûr que moi, j'ai un attachement pour le lieu qui est particulier, puis je trouve que c'est super important. Ça, c'est la dernière gare encore debout dans la région. Je pense que c'est une richesse. C'est un super beau lieu. Tout le monde qui rentre, ils font comme «Wow, c'est donc bien beau». Je pense que le Témis, c'est un joyau caché en partant, puis Témiscamingue encore plus. Tu sais, souvent, le monde passait par ici obligé, là, tu sais, mais quand il s'arrête à visiter. Tout le monde est surpris qu'on est là, là. Donc, je pense que c'est vraiment une richesse à découvrir puis à faire découvrir. Après ça, il y a plein de choses aussi à Témiscamingue qui sont reliées à la visite du musée en tant que tel. Donc, il y a plein de circuits qu'on va aller agrémenter avec le projet dont je t'ai parlé tantôt en réalité augmentée, mais déjà qui est en place, il y a le circuit des conduites forcées donc, ils ont repris des morceaux. Il y avait une pipeline qui traversait la ville à l'époque, avant que Hydro-Québec s'implante. Donc, qui menait d'un barrage à la station électrique qui fournissait la ville, en fait, en électricité. Donc, la ville, ils ont repris les morceaux de pipeline. Là, c'est super gros, c'est un gros tunnel. Puis, ils ont construit un circuit au travers de ça. Là, c'est super intéressant. Puis ça fait une belle continuité avec ce dont on parle ici. Après ça, il y a la visite d'Opémica. Tu sais, il y a vraiment moyen de faire en sorte que le musée fasse partie d'un circuit touristique vraiment là, organisé. Donc, je pense que ça s'en va vers ça. Là. Super. Puis en quoi le musée de la Gare, il est unique des autres sites touristiques? Au Témis? Ouais. Bien, c'est sûr que... Ou, En général. En général, je pense qu'il y a vraiment comme un bel amalgame entre le patrimoine puis quelque chose de plus contemporain. On est un des deux seuls kiosques touristiques au Témis aussi. Il y a ça de particulier. C'est ça, je pense qu'on arrive vraiment bien à joindre l'élément historique, puis ce qui se passe, ce qui est plus populaire aujourd'hui. Donc, vraiment, on veut en faire, c'est ça, un lieu, le lieu culturel à Témis, mais au Témis aussi. Là, puis, je pense que c'est ça qui fait vraiment son... On est comme un peu un merge entre le Riff puis la maison du frère Moffett. Ouais. Là, on est comme tout ça en même temps parce que, tu sais, veux pas, il n'y a rien d'autre à Témiscamingue de proche. Là. Fait qu'on fait un petit peu... on se fait nos propres... on remplit les besoins qu'il peut y avoir là, de ce côté-là. Puis, est-ce que vous avez des traditions, dans le fond, chaque été qui reviennent? Les traditions? Oui, ça commence toujours l'été par le vernissage de l'exposition temporaire qu'on a au deuxième. Fait qu'au deuxième étage, l'exposition change tous les ans. Puis on commence vraiment la lancée de la saison avec le vernissage, qui est pas mal l'événement qui est le plus couru, je dirais, au musée chaque année. Les gens s'y attendent, fait qu'il y a vraiment un beau public pour ça. Ensuite de ça, c'est ça, les spectacles qu'on a commencé à instaurer qui deviennent vraiment une tradition. On se le fait demander juste avant que vous arriviez. On a des touristes qui sont revenus de l'année passée. « Ah, y a-t-il un show cette semaine? » Ça, fait que ça commence à devenir une tradition. C'est ça, d'avoir les guides avec nous qui font la visite. À part de ça, on a commencé à faire une nuit au musée qui revient chaque année. Ça, c'est super apprécié. Les gens peuvent visiter le musée à la chandelle. Puis souvent, on accompagne ça d'un petit jeu d'évasion là, qu'on fait nous-mêmes en attendant d'avoir quelque chose qui est plus d'envergure. Là, mais c'est bien apprécié. Puis, pour terminer, comment tu vois l'avenir du musée de la Gare? Ah, mais moi, je vois ça exploser. Là. Juste depuis que je suis là, on est passé de moins de 500 personnes à plus que 3000 par année. Wow. Fait que c'est quand même vraiment impressionnant. Puis ça, je pense que c'est vraiment dû au fait qu'on a démocratisé le lieu, qu'on fait des activités qui interpellent les gens de la place. Puis avec l'arrivée d'Opémica aussi, là, je pense que ça peut juste comme continuer. Là. Je pense qu'on est vraiment là, à croiser des chemins pour que ça fasse un boom là, super. Fait que je pense qu'il va juste avoir plus d'activités, plus de nouveautés. Ouais.
Une dernière question, là. Dans le fond, ben, j'ai vu que tu faisais souvent venir des artistes d'ici. C'est quoi l'importance pour toi de promouvoir justement l'art au Témiscamingue? Ben, c'est sûr que moi, si je peux faire venir un artiste qui vient de la région, c'est sûr que ça a un plus, non seulement justement pour faire la diffusion, je pense que c'est important que ces groupes de musique-là ou ces artistes-là aient des lieux de diffusion en région. Puis, je pense que pour le public aussi, ça amène comme un petit plus. Ils ont plus tendance à venir découvrir les artistes s'ils savent que c'est des gens de la place que du monde de Montréal, peu importe. Là, ça les touche plus. Fait que je pense qu'il y a ça aussi. Mais oui, c'est sûr que moi, j'ai une attention particulière pour la diffusion de ce qui vient de chez nous. Là. Bien, merci d'avoir été avec nous, Marie-Pierre. Donc pour ce segment, je suis accompagnée de Coralie. Bonjour. Bonjour. Donc Coralie, toi, tu es guide ici. Est-ce que tu pourrais nous faire une visite, expliquer un peu vite fait de comment ça fonctionne? Oui, dans le fond, on arrive ici dans cette salle-là, puis dans d'autres salles, c'est séparé en différentes sections. On a l'histoire un peu de la drave et du transport du bois, comment ça se faisait pour apporter jusqu'à l'usine à Témiscamingue. Puis on a une salle qui parle exclusivement de l'usine, puis un peu de Frank Dottori, qu'est-ce qu'il a fait, puis Tembec. Et après ça, on a aussi une autre partie d'expo qui parle vraiment de la gare en soi. Et en haut, on a tout le temps nos expositions temporaires. Cette année, c'est le patrimoine musical du Témiscamingue. Puis, en général, ça prend combien de temps environ faire tes visites? Je dirais que ça prend environ 45 minutes à 1 heure, dépendamment des gens et des questions qu'ils ont à poser. Parfait. Puis est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, parce que ça fait quand même 3 ans que tu travailles ici, que tu as eu avec les expériences, dans le fond, que tu as eu avec des visiteurs? Dans le fond, il y a une année qu'un visiteur, c'était vraiment intéressant. Il est venu, il est resté, il a parlé pendant 2 heures, un peu de son expérience de travail. Mais lui, il travaillait à Montréal, puis il organisait des événements dans le Jésus. Puis c'est une salle avec de la musique, puis tout, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que quand les clients, ils parlent pendant vraiment longtemps de leur truc qu'ils aiment, ça se voit, puis c'est vraiment le fun. Puis moi, j'aimerais savoir, Coralie, qu'est-ce qui te motive à travailler au Musée de la Gare? Dans le fond, j'aime vraiment ça, revenir à Témiscamingue l'été. C'est une vraiment belle ville, puis j'aime ça parler aux gens de qu'est-ce qu'il y a à faire à Témiscamingue, puis un peu vendre ma ville aussi. Puis quand je suis à Montréal pour les études, j'arrête pas de parler aux gens, venez chez moi, c'est super beau, il y a ça à faire. Puis pour toi, c'est quoi l'importance de faire partie du regroupement Mémoire des chemins d'eau? Pour moi, dans le fond, ça nous permet aussi de communiquer entre les différents sites touristiques, puis ça fait un peu un partenariat. Fait que ça fait des échanges de touristes d'un milieu à l'autre. Puis, j'aimerais savoir comment tu vois l'avenir du Musée de la Gare. Dans le fond, j'aimerais ça qu'il y ait beaucoup d'activités à faire aux semaines, des fois des activités planifiées régulièrement, comme des spectacles, puis qu'il y ait plus de gens, que ce soit un milieu de vie commun, puis que beaucoup de gens viennent pour des spectacles qui sont plus, mettons, underground qu'à la salle à côté, la salle d'Autori. Puis j'aimerais aussi que tu me dises en quoi le Musée de la Gare, il est unique. Dans le fond, le Musée de la Gare, il y a plusieurs choses qui le rendent unique. C'est que c'est la seule gare au Témiscamingue qui était faite en briques et en pierre. Puis c'est quand même spécial pour les villes de quand même moyenne taille à l'époque, qui ont choisi des moyens assez pour faire une des plus belles gares, justement. Puis c'est la seule qui est encore debout au Témiscamingue. Fait que je trouve ça, c'est vraiment cool qu'on ait réussi à la garder intacte grâce à des citoyens qui se sont mobilisés pour ça. Puis toi, globalement, là, pour le Musée de la Gare, de quoi tu es le plus fier? Globalement, c'est vraiment qu'on ait réussi à organiser des activités puis qu'on ait fait venir du monde parce qu'à Témiscamingue, des fois, c'est difficile de mobiliser les gens pour des activités. Donc, faire venir des artistes qui viennent de quand même assez loin pour des petits spectacles. Puis, dans le fond, j'aimerais que tu me dises pourquoi c'est important pour toi que le Musée de la Gare soit un site touristique dans le circuit touristique du Témiscamingue. Parce qu'on est vraiment une ville à découvrir, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont entendu parler, là. Puis, dans mes amis, il n'y a personne qui savait c'était où Témiscamingue. Fait que réussir à faire découvrir cet endroit-là à plusieurs personnes,
puis même qui viennent de Montréal ou d'autres endroits. Puis c'est la porte d'entrée du Témiscamingue juste à la fin de l'Ontario. Puis il y a d'autres portes d'entrée au Témiscamingue, mais c'est vraiment important d'avoir un poste d'accueil à chaque endroit, selon moi. Puis selon toi, est-ce qu'il y a plus de visiteurs qui viennent du Témiscamingue ou de l'extérieur? Ça dépend vraiment des années. Dans les années passées où j'ai travaillé, il y avait plus de gens du Témiscamingue, mais là, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus de l'extérieur. Puis habituellement, les gens, après la visite, qu'est-ce qui ressort de leur visite? Qu'est-ce qui les marque? Dans le fond, c'est vraiment comment que la ville de Témiscamingue était active et qu'est-ce qu'il y a pu y avoir ici. Les gens ont l'air tout le temps étonnés quand on leur donne des faits, là. Comme par exemple, la haute ville à Témiscamingue, avant, c'était pour les personnes les plus pauvres parce que c'est là que la pollution s'en allait. Puis la basse ville, ben c'était pour les gens les plus riches. Fait qu'il y a des faits comme ça qui ressortent. Des fois, les gens sont comme « Ah, pour vrai? » Puis toi, c'est quoi ton coup de cœur? C'est quoi que tu aimes le plus parler aux visiteurs? Qu'est-ce que j'aime le plus parler aux visiteurs? C'est comment c'est le sentiment d'appartenance qu'il y avait à Témiscamingue parce que c'était quand même assez isolé des autres villages de la région. Puis aussi, toutes les activités qu'il y avait, toute la vie qu'il y avait dans Témiscamingue. Ça, c'est mon coup de cœur. Super, bien merci d'avoir été avec nous, Coralie. Donc, pour ce segment, je suis accompagnée de Philippe Barrette. Donc, j'aimerais que vous me parliez de l'histoire du musée de la gare. Bien, le musée de la gare, premièrement, la gare, c'est un lieu très historique parce que lorsqu'ils ont construit Témiscamingue, c'était la seule, d'ailleurs, pendant des années, on était isolés. La ville de Témiscamingue était isolée. Il y avait, le seul moyen, c'était par eau ou par le chemin de fer. Alors, quand on construit l'usine, la papetière, vers les années 1917-1918, le chemin de fer venait d'arriver ici. Et là, c'était la ruée pour le papier. Surtout le papier à l'usine, ici, ils faisaient le papier pour développer pour les caméras. Les films qu'on dit. Ah bon. Alors, ça, c'était... Et là, bien, naturellement, il y avait une gare. Et le train, c'était l'événement de la journée. Le train partait de Mattawa. Il venait de Montréal, puis il arrêtait à Mattawa. Mattawa, il s'emmenait ici. Il emmenait les provisions, les produits nécessaires pour la papetière. Et ça, c'était l'événement. Il se rendait ici avec les passagers. C'était la même chose. Alors ça, c'était le lieu de rendez-vous. L'après-midi, il arrivait le matin vers 10h30, 11h, chemin. Puis c'était des engins à vapeur, là. Un gros, ça chauffait au charbon ou au bois. Puis ça faisait de la suie. Je me rappelle que les femmes ne mettaient pas le linge sur la corde avant que le train soit arrivé, qu'il soit reparti dans l'après-midi. En tout cas, alors, ça faisait des retombées un peu partout dans la ville. Alors, c'était le lieu et c'était le seul moyen de communication, parce que le CPR qui était ici, le Canadien Pacifique, il y avait aussi le télégraphe. Le téléphone ne fonctionnait pas. Je sais pas, il n'y avait pas de téléphone. Pourquoi? Je sais bien que c'était trop long ou quelque chose, mais par télégraphe. Alors, c'est seulement par télégraphe qu'ils faisaient les communications, autant pour l'usine que pour ici le chemin de fer. Et le monsieur qui était ici, lui-là, ben, il demeurait en haut. Alors, il était ici pendant des années, un monsieur Irwin. Il était ici, je pense, pendant 40 ans, puis il était ensuite maire. Il a été coroner, il a été juge de paix, puis il y avait tous les groupes. Alors, pour la gare, là, quand le CPR, c'est des années à peu près 70, ils ont décidé de démanteler le chemin de fer qui allait jusqu'à Anglier. Et là, les gares tombaient 18, là, il n'y a plus personne qui voulait... Alors, nous, ici, à Témiscamingue, bien, on était fermés. On se demandait quoi faire, questionnait qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Et à un moment donné, en tout cas, les jeunes ont rentré dans la gare, ils voulaient aller voir qu'est-ce qu'il y avait, puis ils ont mis le feu.
Ça, c'était en haut, là, il y avait mis le feu. Alors, ça a endommagé. Là, on disait, donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, on avait encore l'idée de Jetamer à cette époque. On disait, ben on doit la garder. Il y a des souvenirs importants, et ainsi de suite. Et c'était pas tout le monde qui voulait prendre, qui était d'accord à acheter la ville. J'avais même des conseillers qui disaient, parce qu'on voulait construire le centre qui était juste voisin, là, notre centre de la ville, qui est aujourd'hui l'hôtel de ville, l'aréna, la piscine, et ainsi de suite, là, des salles de réception. Alors, il disait, ça nous prend du stationnement. Mettons le bulldozer dans ça. Alors, j'étais un peu en désaccord avec ça. Puis, il y avait quelques conseillers qui étaient aussi avec moi, mais ça ne faisait pas l'unanimité. Alors, c'est à cette époque-là qu'on a décidé, on va tenter de trouver des moyens, et on est allé voir le gouvernement, parce qu'il commençait à cette époque-là, le gouvernement commençait à l'importance du patrimoine, de conserver le patrimoine. Et là, ensuite, là, il y a un comité qui avait été formé. Et suite au comité qui a été formé, bien là, graduellement, on a fait des rénovations. On a décidé de la conserver. Et là, comme de raison, les ajouts se sont faits avec le comité. Vous allez voir tous l'histoire de Témiscamingue qui est dans un peu partout, puis sur des photos. Là, vous allez voir autant des photos de l'usine, des photos du flottage du bois, parce qu'il faut se rappeler, Témiscamingue, il y avait seulement que la voie navigable puis la voie ferrée jusque dans les années 1930-36. Parce que la première route terrestre qui a été faite, je pense, c'est vers Norbay, à peu près dans les années 36. Et ensuite, vers 40, la route qui menait à Ville-Marie. Mais c'était des routes qui étaient sur le sable, là. Il n'y avait pas rien de... Alors, c'est là que ça... Et là, les communications commençaient à se faire. Le téléphone, le développement du téléphone, parce que c'était seulement que quelques-uns qui avaient le téléphone. Et c'est là que ça a évolué. Et on est fiers aujourd'hui de notre site qu'on a gardé, parce qu'elle est devenue à cette époque-là, que lorsqu'ils ont fermé le chemin de fer, je pense c'était peut-être Ville-Marie, il y avait une des gares qui était plus vieille que la nôtre. Alors on disait, on est bon. Alors aujourd'hui, elle est la seule au Témiscamingue. Les autres, les ont détruits. Mais ça aussi, ça faisait partie de l'histoire pour les villages comme Laniel. Vous aviez Béarn, Ville-Marie, Lorrainville. Lorrainville, ça fait plusieurs années, elle là, mais Ville-Marie était une des dernières qui est restée là. Et Anglier, la Verlochère, Anglier, il faisait tous ces paroisses-là avec le train. Il arrivait de Mattawa avec les passagers. C'était le seul moyen de transport pour sortir de la région ici, là. Avec la voie ferrée, il arrivait de Mattawa, puis là, il allait jusqu'à Anglier. Alors, il prenait, je ne sais pas s'il y avait un dîner qui était là. Là, les passagers arrivaient jusqu'à Anglier. Il y en a qui repartaient pour aller vers Montréal. Et là, c'était tout moi, j'ai voyagé sur le train, c'était pas de tout repos, là. Tu prenais le train à Ville-Marie, puis tu arrivais à Montréal le lendemain matin. Alors, tu arrêtais à Mattawa, puis là, tu arrêtais à tous les endroits. Alors, cette place-là, ici, ça a de la valeur aujourd'hui et là, c'est l'inverse de l'être humain. Une bâtisse, plus qu'elle prend de l'âge, plus qu'elle prend de la valeur, alors que l'être humain, plus qu'il prend de l'âge, plus moins qu'il a de valeur. Alors, c'est important de conserver notre patrimoine. Et là, de plus en plus, la valeur, les gens vont passer, puis ils vont pouvoir voir des instruments, des photos qui démontrent comment ce qu'étaient nos ancêtres, nos bâtisseurs, comment ils ont travaillé à cette époque. Super. Puis dans le fond, vous nous parliez un peu de l'instauration du site et tout ça. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter en ce qui englobe, dans le fond, l'instauration du musée de la gare? Bien oui, l'anecdote, comme je disais, le feu avait endommagé la couverture. Et là, on pense qu'il y avait les jeunes
pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas s'il y avait fumé ou n'importe quoi. Et là, les pompiers avaient étendu, étaient venus, puis durant la nuit, avaient étendu le feu, puis la couverture était endommagée. Et là, on ne peut pas laisser ça de même. Alors, au conseil, on s'en était parlé, mais j'avais des conseillers qui avaient dit, Monsieur le maire, c'est passer le bulldozer dans ça, et on va avoir un endroit pour stationner pour le centre. On n'a plus besoin de ça, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça, puis ainsi de suite. Alors, j'avais des gens qui étaient d'ailleurs le directeur du centre hospitalier ici, Gilbert Ladouceur, et un autre qui était le directeur général à cette époque-là, M. Frank Dottori, qui gérait l'usine de Tembec, qui venait d'être, puis était un des fondateurs. Alors, il disait, c'est important de conserver le patrimoine de notre ville. Et là, avec ça, finalement, on a eu des supports. Et là, un comité a été formé. Et à cette époque, c'est là qu'on a commencé. Il y avait tout le temps, toute l'histoire qui était en arrière de ça. Les premiers temps qu'ils ont construit l'usine. Parce qu'à cette époque-là, là, ils construisaient ça encore avec les chevaux. La force motrice était à peu près seulement que les chevaux. Il y avait quelques engins à vapeur, mais on n'avait pas de diesel puis à cette époque-là. Il faut s'en rappeler. Alors, ces gens-là disaient, aujourd'hui, ça a de la valeur parce que c'est des souvenirs. C'est des souvenirs qui sont importants là, pour notre localité ici et un peu partout à travers dans l'Abitibi-Témiscamingue. Puis dans le fond, vous avez vu le musée grandir parce que vous étiez là à l'instauration du site. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'évolution du musée de la gare? Bon, le musée de la gare, la ville l'a supporté, mais aussi, là, on doit dire que le gouvernement du Québec nous a aussi supportés. Il y avait les députés à cette époque-là là, qui ils trouvaient, eux autres aussi, ils commençaient à conserver le patrimoine, puis ils voyaient que cette bâtisse-là avait de la valeur et que là, même la mairesse qui m'a succédé, elle aussi, elle a travaillé. Ils ont rénové, par exemple, le devant parce que c'était dépeinturé. Ils ont rénové ça il y a à peu près 7, 8 ans, 5 ans, 6 ans à peu près. Ils ont fait un bon travail. Puis il y a même des gens, les gouttières, parce qu'on trouvait que ça talait pas de gouttière parce que l'eau tombait sur le plancher, sur le paroi. Là. Alors, c'est des gens de mégantiques spécialisés qui sont venus poser les gouttières. Puis ils ont fait un bon travail avec ça aussi. Là. J'étais surpris des voir. Je marchais des fois, puis je venais ici, puis là, ils sont venus passer. Alors, tout ça fait que ça l'a rénové. Et là, ça a une valeur parce que si vous regardez le plancher, l'installation, c'est tout fait en briques. Aujourd'hui, ça coûterait une fortune, remettre ça en briques, là, comme aller. Puis l'architecture aussi, il y a encore l'architecture de ça. Là, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus précieux par la population de Témiscamingue. Le jeune âge, les jeunes, c'est pas hautement apprécié, eux autres, là, pour eux autres. On est tout pareil, même moi aussi, quand j'étais jeune, probablement, ça me disait pas grand-chose, mais là, plus que tu vieillis, plus que tu vois que c'est un bijou pour la ville de Témiscamingue, pour le secteur. Super. Puis dans le fond, pour vous, qu'est-ce que ça fait de voir que le musée de la gare, c'est un site important dans le circuit touristique du Témiscamingue? Bien, le site important, aujourd'hui, c'est l'est, mais là, 7-8 ans, c'était moins parce qu'on avait à la papetière, les gens pouvaient venir, pouvaient visiter l'usine. Alors, ça semblait être l'intérêt pour les gens qui venaient de l'extérieur. Mais aujourd'hui, le musée de la gare est devenu ça, associé avec le parc au Pémican. Je pense que c'est les principales... ce sont les deux principaux sites qui vont être visités. On a aussi, les gens vont visiter Kipawa. Il y a une réserve algonquine. Alors, les gens vont visiter la réserve, qui est très bien aussi. Là. Ils ont des installations qui sont intéressantes, eux autres aussi, pour démontrer la nation indienne, comment est-ce qu'ils faisaient au début. Puis,
Vous, est-ce que vous étiez là lorsque les premières visites, les visites guidées ont commencé? Oh, les visites guidées, d'après moi, ça a commencé, ça doit faire au moins au début des années 2000. Si c'est pas un peu avant, il y a quelqu'un qui était ici, puis qui faisait, d'ailleurs, les étudiants. L'été, on avait les étudiants qui faisaient les jeunes. Puis là, ça prenait des jeunes qui étaient bilingues, parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts pour les gares, là, parce que, justement, il y a un monsieur qui était commerçant ici, un monsieur Marinier. Son père avait travaillé pour le chemin de fer. Alors, lui, il était commerçant ici. Il y avait un magasin, puis il y avait le Subway. Alors, le monsieur était aussi un des gens qui sympathisaient avec nous autres. Oui, il faut garder ça. Puis l'histoire. Et là, après que ça a commencé, il y a des gens qui emmenaient, moi-même, ils apportaient des objets. Ils apportaient des objets qui venaient pour le CPR. Là. Moi, j'avais un de mes beaux-frères qui avait apporté un pot, ou qui avait pris ça. Il était dans l'armée, puis je ne sais pas, il y avait un pot, ça marquait CPR. Un pot pour de l'eau ou du café, je ne sais pas trop, c'était en métal. Là. Je ne sais pas s'il est encore ici, là, mais en tout cas, il l'avait emporté. Puis en tout cas, après ça, vous avez les autres objets ici que vous voyez, là, qui sont de plus âgés que vous autres. Peut-être plus, il y en a peut-être qui ne sont pas aussi âgés que moi, là, mais en tout cas. Alors, c'est ça qui fait la valeur et l'intérêt, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pour le chemin de fer. Et là, c'était l'histoire, eux autres aussi, travaillaient sur le chemin de fer pour réparer les voies ferrées, puis ainsi de suite. Alors, c'est pour ça qu'ils ont un intérêt. On voit des gens de Mattawa qui sont venus, il y a des gens qui ont travaillé sur le chemin de fer sont venus ici. Et une petite anecdote sur le chemin de fer, moi, je me rappelle, mon beau-père a vécu, il était natif d'ici, lui. Il a vécu jusqu'à 102 ans. Il me disait qu'au début, son père a travaillé pour le chemin de fer. Avant de venir pour le chemin de fer, bien, avant que ça vienne, il est venu ici, il travaillait dans le bois. Alors, c'était les premières années, c'était le Témiscamingue. C'était avant Témiscamingue, d'ailleurs, il appelait ça Lonceau. Et là, puis il venait par la voie navigable, la rivière des Outaouais, il partait d'Ottawa, puis il montait la rivière des Outaouais jusqu'ici, mais il y avait des rapides. Et là, bien, il y avait des portages qui faisaient. Et puis là, les portages étaient faits avec... ils partageaient ça sur le dos. Ensuite, ils se sont modernisés. Ils ont fait ça avec un petit train qui tirait ça avec les chevaux. Il y avait des voies ferrées. C'était pas des voies ferrées, c'était des voies... Ils prenaient du bois pour faire les rails de chemin de fer, là. Remplacer les rails de chemin de fer, c'était avec du bois. Mais les routes en fer, puis ils chargeaient ça du bateau en amont, des rapides, puis ils montaient ça jusqu'ici, là. Parce qu'au début, la gare n'était pas ici. Elle était le long du chemin, où est sur le lac Témiscamingue, là, juste en amont du barrage, là, était sur la gare était là. Et là, par après, bien, quand ils ont décidé de monter, de continuer le chemin de fer, le gouvernement, les deux paliers de gouvernement à cette époque voulaient déouvrir, parce qu'il y avait les gens qui... Ville-Marie, le Béarn, des choses-là, il y avait des colons qui montaient, puis ils ouvraient des... D'ailleurs, le clergé était dans ça. C'est lui qui s'occupait d'emmener les gens, faire monter les gens pour les installer sur des terres. C'est le même comme notre tulipe, c'est un peu la même affaire. Les gens, ils les envoyaient... Alors, ça arrivait jusqu'à Bois-Navigable, il n'y a pas de chemin de fer. Alors ça, je parle des années 1800, 1902, 1904, là. Ces gens-là arrivaient par bateau. Et là, bien, ils les envoyaient par le Météore à Ville-Marie. Et par la suite, bien, lorsque le chemin de fer est arrivé, alors, à cette époque, bien, il n'y avait pas de planification. Le train arrivait, le chemin de fer arrivait sur le bord du lac Témiscamingue, juste en amont du barrage actuel qu'on voit, là.
Oui, à cette heure, c'est le White Oak, qui est là, l'ancien hôtel White Oaks. Il était juste en bas là. Alors, il débarquait les gens, puis il débarquait les marchandises, puis là, il les envoyait par bateau, le bateau conventionnel, le Météore, au quai de Fabre, de Ville-Marie, de Guille, Notre-Dame-du-Nord, New Liskeard et Liberty. Alors, c'était le service qu'ils donnaient ça se développait là. Et par la suite, par l'Ontario, c'est là qu'ils ont construit le chemin de fer, eux autres aussi, qui arrivait de North Bay. Ça passait par Temagami, New Liskeard, Liberty, New Liskeard, puis ça montait vers le nord, par la suite, Cochrane, puis ainsi de suite, Montjoly. Alors, c'est quoi l'histoire? Puis, j'aimerais savoir aussi comment vous voyez l'avenir du musée de la gare. Je pense que le musée de la gare, comme je disais tantôt, plus qu'il va vieillir, plus qu'il prend de la valeur. C'est l'inverse de l'humain. Plus qu'on vieillit, moins qu'on a de valeur, qu'on prend de la valeur. Alors moi, je pense que les gens, l'intérêt, le vieillissement de la population fait que les gens ils ont un intérêt pour raconter qu'est-ce qui s'est passé dans leur jeune temps, et ainsi de suite. Alors là, aujourd'hui, avec les nouvelles communications qu'on a, et là, on travaille justement sur un projet à travers la province, parce que la ville de Témiscamingue est village relais. Alors, village relais, là, on est Témiscamingue, ensuite vous allez à Lassar. Le village relais, c'est un lieu où les voyageurs peuvent arrêter, puis il y a certains peuvent offrir des services. Restauration, essence, téléphone, toilette. Alors là, Témiscamingue, puis ça est à peu près à selon la région, à toutes les 60-70 kilomètres. Mais il ne faut pas que ça soit plus que 10 000 de population. C'est d'essayer de rentabiliser nos petits milieux. Alors, et là, comme la raison, c'est un chemin sur la route passant pour aller dans Abitibi. Alors, Témiscamingue a été choisi. Et l'autre suivant, c'est Lassar. Là, ils savent que dans une ville comme Rouen, ils peuvent fournir tous les services. Mais lorsque le voyageur, il s'en va vers une route, mais il veut savoir qu'est-ce qu'il y a et les services qu'ils peuvent offrir. Et là, ça, ces services-là, c'est connu, ça, là. Il y en a 47 au Québec. Et là, le gouvernement, avec le ministère du Transport, veut en développer d'autres pour donner les services. Vous aviez, par exemple, comme probablement du Jamel-Ouest, il y en a d'autres qui m'ont parlé. Ça, c'est l'autre qui a intérêt. Et sur ça, il y a un autre programme qui s'en vient avec les nouvelles technologies. C'est que les gens vont arriver dans le village comme à Témiscamingue. Et là, en arrivant dans la ville, votre cellulaire va sonner. Puis il va dire « Qu'est-ce que vous pouvez visiter? » Et il appelle ça le projet, en tout cas, c'est en marche, ça devrait se réaliser dans les prochaines années, ça là. Alors, ce projet-là, les gens viennent, premièrement, avec l'approbation de la ville. Ils viennent prendre des photos des endroits qui sont d'intérêt à visiter. Et là, en rentrant à la ville, ça va sonner, et là, vous allez pouvoir dire qu'est-ce que vous pouvez visiter, puis là, vous pouvez voir toutes les listes des intérêts qu'ils ont à Témiscamingue. Et ça va être un peu la même affaire, probablement, avec le parc au Pémican, et ainsi de suite. Ça va se développer probablement un peu dans toutes nos paroisses, mais ça va prendre 4-5 ans. Alors ça aussi, ça veut dire que pour l'avenir, moi, je pense que l'avenir est brillant à cause de ça. Le vieillissement de la population, comme je dis, sème un peu d'intérêt dans l'ancien temps. Les gens veulent savoir dans l'ancien temps. Puis il y a des jeunes qui ont un intérêt aussi de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Je pense que le futur, le pire est passé, disons, pour la conservation de notre gare.